Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. Je me présente, Paul Galland, donc je vais être le premier à casser la glace ce matin. La présentation de ce matin pour HPE va se composer de deux volets. Il va y avoir une première partie parlant des réseaux sécurisés articulés avec l'intelligence artificielle. Et par la suite, Frédéric prendra la relève pour vous parler de virtualisation. C'est bon? Alors, démarrons tout cela. Je voulais faire un petit clin d'œil avec le cadran magique de Gartner qui positionne, dans le fond, ou du moins qui reconnaît les 19 dernières années d'expérience de Aruba HPE. Et comme plusieurs d'entre vous le savez probablement déjà, HPE a fait l'acquisition de Juniper Networks. Et lorsqu'on regarde le cadran magique, on remarque qu'il y a, dans le fond, une espèce de vision qui va se dégager de tout cela, de cette synergie commune des deux organisations ensemble. Et c'est un peu de ce sujet-là que je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, avant de commencer ou de plonger dans le fond sur la plateforme et d'élaborer sur le sujet, je voudrais dans le fond poser les bases ou expliquer quelques petits détails au sujet de l'état actuel de la situation en réseautique. On fait face à 4 défis majeurs. Premièrement, on a l'aspect de la transformation numérique. Ce n'est plus vraiment une option pour de dire oui, on l'a fait ou on ne l'a fait pas, qu'il s'agisse de travail hybride ou encore de migration vers le cloud ou offrir une expérience client fluide. On doit, au niveau des réseaux, être plus fluide et plus fiable, agile que jamais. Deuxièmement, au niveau de l'ampleur et la complexité de ce qu'on a à gérer du point de vue infrastructure réseau, on se retrouve avec des milliers de dispositifs connectés simultanément dans un même site, des équipements IoT, des équipements de diverses natures, diverses applications aussi. Et tout ça est très diversifié et est en constante évolution. Ça change à une cadence incroyable. Et gérer manuellement tous ces équipements devient pratiquement impossible ou très difficile. Troisièmement, on demande constamment aux équipes informatiques de faire plus avec moins. Et on a un bassin de talent qui, malheureusement, a beaucoup de misère à garder le rythme et à être en mesure d'être toujours à l'affût des nouveautés. Et c'est là où, justement, l'intelligence artificielle, avec l'automatisation, peut permettre, justement, d'améliorer ou de combler un peu ce déficit au niveau d'expérience usagée pour l'aspect des ressources. Enfin, il y a aussi la question de la sécurité. La sécurité étant quelque chose qui est important, d'autant plus que là, on a de plus en plus de dispositifs qui sont interconnectés. Ayant de plus en plus de dispositifs interconnectés, notre surface d'attaque devient de plus en plus grande, faisant en sorte que ça devient très risqué d'opérer le réseau. Et des équipes, les responsables informatiques, sont sous pression pour tout protéger en tout temps, à tout moment. Donc, on se retrouve avec une situation qui n'est vraisemblablement pas tellement simple au niveau de la gestion. Alors, parmi les différentes priorités qui se dégagent, oui, OK, ces 4 piliers-là ou ces 4 choses-là, il y a une priorité qui devient de plus en plus importante au niveau de l'industrie, c'est d'orchestrer à travers l'intelligence artificielle. Et pourquoi l'IA, qui est une initiative qui est parmi tant d'autres, c'est que c'est un catalyseur pour le reste. C'est-à-dire qu'à travers l'IA, les équipes informatiques vont être capables de faire plus avec moins. Vont être capables d'automatiser certaines tâches routinières, être capables de résoudre des problèmes de manière plus proactive, être capables d'offrir des services qui auparavant étaient beaucoup plus difficiles à mettre en place ou voire même parfois impossibles. Alors, l'intelligence artificielle permet de combler le déficit au niveau des talents, au niveau des compétences et permet d'améliorer la qualité de service qui est rendue aux usagers. Alors, mais c'est ça. Il y a quand même un hic lorsqu'on regarde l'intégration au niveau des diverses entreprises présentement, au niveau de la tendance sur le marché.
ce que l'on voit, c'est qu'il y a une, une entreprise sur 3 qui réussit à valoriser véritablement de manière tangible l'intelligence artificielle. Alors, comment ça? Pourquoi les industries ou les individus n'arrivent pas justement à valoriser adéquatement l'intelligence artificielle? Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a, dans le fond, 5 facteurs clés qui pourraient expliquer. Puis bon, j'en aurais peut-être un sixième, là, mais en tout cas, ça, on discutera de ça. Vous viendrez me voir après la présentation. Donc, dans les 5 piliers ou 5 facteurs clés qui pourraient expliquer cette problématique-là, c'est que premièrement, bien, il y a la mauvaise qualité des données. Hein. L'intelligence artificielle ne peut être efficace que si elle est entraînée adéquatement avec justement des données incomplètes. Bien, les conclusions ou les informations que l'intelligence artificielle va être capable d'en résulter, bien, vont être soit incomplètes ou inexactes. Deuxièmement, bien, il y a toute la question de l'approche par silo. Lorsque les données ou les outils sont fragmentés, l'IA elle ne peut pas relier les informations entre elles, puis ça fait en sorte que justement les conclusions ou les tendances qui vont pouvoir être dégagées par l'intelligence artificielle vont être incorrectes encore une fois. Troisièmement, il y a la question du manque d'intégration avec les infrastructures existantes. C'est-à-dire que si on a un portfolio disparate avec des équipements de diverses natures et qui ne parlent pas de manière adéquate à travers l'intelligence artificielle, on va se retrouver justement, encore une fois, avec une IA qui va rester isolée, qui va produire des résultats qui vont être là aussi incomplets. Quatrièmement, l'absence d'automatisation. Donc, si l'IA détecte, admettons, des anomalies ou met en lumière certaines problématiques, si on n'est pas capable d'automatiser et d'être réactif de manière appropriée, on va se retrouver avec encore là une sous-utilisation de l'équipement qu'on essaie de mettre en place. Et enfin, il y a des limites au niveau de la performance de l'infrastructure qui est en place. L'intelligence artificielle nécessite non seulement des bonnes données, mais des données avec une grande réactivité. Donc, si l'infrastructure qui est en place ne suit pas la cadence, l'IA va avoir de la misère à tenir ses promesses. Alors, il existe différentes manières de résoudre les problèmes, mais lorsqu'on regarde en détail l'ensemble de ces différents éléments, on remarque qu'il y a un élément qui les relie tous, c'est-à-dire c'est le réseau. Et le réseau, dans le fond, c'est la base de l'infrastructure qui va vous permettre d'élaborer quelque chose et de réussir avec succès une intégration avec l'intelligence artificielle. Et là, dans ce que nous aimons mettre de l'avant du côté HPE Networking, c'est que plusieurs systèmes de réseau n'ont pas été conçus à la base pour cette tâche. Et nous, ce que nous préconisons, c'est justement d'avoir un réseau qui est non seulement conçu avec l'intelligence artificielle pour nous aider à opérer grâce aux techniques de AIOps pour aider à simplifier le déploiement, l'optimisation en cours de route, ainsi que les différentes opérations sur le réseau, mais aussi la question de dire que c'est conçu pour l'IA, c'est-à-dire que les tâches, le déploiement des flux qui sont liés justement à l'intelligence artificielle vont être optimisés par la nature même du réseau et par l'infrastructure qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de la solution. Et c'est ce qu'on amène dans le fond dans ce qu'on appelle le AI native, ou le fait que l'IA est natif dans la structure même du réseau. Alors, pour exploiter la puissance de l'IA, oui, comme je le disais tout à l'heure, ça prend des données adéquates, des métriques qui sont bien mesurées pour être en mesure justement d'élaborer des solutions ou faire des propositions ou même modifier la structure du réseau pour être capable de l'optimiser de manière adéquate. Depuis plus de 10 ans, la plateforme HPE Aruba Central collecte de l'information à travers les différents équipements, que ce soit routeur, point d'accès, passerelle, pour être capable justement d'obtenir des résultats adéquats à travers justement l'intelligence artificielle. Là-dessus, ce qu'il faut s'appuyer, c'est justement, comme je vous le disais, l'infrastructure. Et pour avoir une infrastructure qui collecte l'information adéquate, il faut avoir l'information à partir du portfolio complet.
que ça part de la base de la couche d'accès jusqu'au cœur du réseau. Avoir une vue d'ensemble vous permet d'avoir le meilleur de l'infrastructure, des informations qui vont être colligées dans l'infrastructure réseau. Et ensuite, avec justement cette vue d'ensemble-là, l'IA native va impliquer une sécurité qui va être adaptée. C'est-à-dire que les informations vont être collectées dans toute la chaîne d'informations et vont pouvoir justement appliquer des politiques d'accès directement sur la couche d'accès à l'entrée du réseau en fonction, par exemple, de politiques type Zero Trust ou encore avec des équipements distants pour être capable de cloisonner les accès qui seraient illégitimes à l'infrastructure réseau. Tout ça, c'est offert à travers le portfolio combiné de Aruba Networking et Juniper Networking sous l'ombrelle de HPE Networking avec une intégration avec les flux d'informations qui sont collectés par l'intelligence artificielle des plateformes de gestion. Donc, on va combiner avec cette synergie-là, cette fusion-là, de l'agilité de Mist au niveau de l'intelligence artificielle, l'expérience et la notoriété et la prévalence du volume d'informations collectées par l'envergure du Aruba Networking. Et on va combiner ça ensemble pour offrir une solution qui va être la meilleure pour vous. Donc, à travers justement cette plateforme-là, tout ça va être relié à travers la solution GreenLake, HPE GreenLake, qui va servir de pilier de fondation pour, entre autres, les services de virtualisation et autres services Connect qui vont se greffer justement à la solution de networking. Donc, juste pour revenir un peu sur l'aspect de AIOps, donc l'idée ici, c'est d'être capable d'opérer le réseau de manière agile et efficace, grâce justement au moteur de l'intelligence artificielle. Donc, on va allier, comme je vous le disais, l'intelligence artificielle du système qui est agile et, disons, plus techniquement, qui a été conçu à travers Mist pour être vraiment très optimal du côté intelligence artificielle. Et on va ajouter là-dessus toute la solution de HPE, la maturité, l'expérience, la grosseur du data lake qui est à travers justement la solution Aruba. Et là-dessus, on va venir faire en sorte que le réseau puisse offrir une solution adéquate pour tout ce qui est réseautique, donc s'appuyer sur les outils qui vont permettre de faire des solutions de stockage, des solutions de virtualisation, les solutions de réseau basées sur l'intention, Abstra, etc. Tout ça va être permis par l'infrastructure réseau qui va être sous-jacente. Et dans le fond, si on regarde un peu le plan, l'orientation qu'on veut donner à tout ça, c'est que historiquement, on avait juste de l'acheminement de données. On avait certains indices qui étaient dégagés au niveau 2 avec les différentes consoles de gestion. Et là, on veut alimenter toute l'information avec l'intelligence artificielle pour commencer à formuler ce qu'on appelle des recommandations. Donc, on est déjà là au niveau des recommandations. On a même le stage 4 qui est en cours avec justement tout l'aspect assisté, et c'est un peu ce que je vais pouvoir vous démontrer tout à l'heure avec vraiment une petite démonstration à haut niveau des fonctionnalités que ça va nous permettre. Et l'objectif final, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le Self-Driving Network, donc le réseau autogéré, auto-adaptatif. Donc, c'est notre objectif à plus long terme. Alors, sur ce, je vais basculer sur mon ordinateur pour vous faire une petite démonstration. Alors, je vous présente la nouvelle interface de Aruba Central, c'est le New Central, qui permet d'offrir une vue consolidée des différentes alertes ou des différents problèmes. Et là, on voit, hey, j'ai un petit glitch là, sur mon Home Lab. Ça a été volontaire. Alors, sans plus tarder, on a une nouvelle interface ici avec le signe de l'infini. C'est le Agentic AI, c'est la solution qui nous permet d'intégrer l'intelligence artificielle.
Et là, de manière tout à fait simple et peut-être naïve, hein, je vais poser une question, par exemple. Can you, en langage naturel, pour l'instant, c'est encore en anglais. Alors, can you outline network problems and provide an action plan? Hein, donc, je veux avoir en fait, un résumé de qu'est-ce qui se produit au niveau de mon réseau, quels sont les types de problèmes réseau qu'on peut déceler dans mon réseau présentement, et avoir un plan d'action pour remédier aux problèmes. Alors, et voilà, on part la question. Donc, la machine va cruncher l'état du réseau, va être capable d'analyser les différentes statistiques et va nous produire un résumé avec un plan d'action pour être en mesure de résoudre la problématique ou les problématiques qui vont être décelées, avec quelques hyperliens pour nous permettre de naviguer plus rapidement et aller chercher les informations qui sont pertinentes. Alors, ça prend un petit peu de temps pour en venir à bout, hein, bien entendu. Il y a quand même une certaine envergure au réseau et à l'information à collecter. Et généralement, en dedans de 1 à 2 minutes, un peu comme avec ChatGPT, bien, ça va nous pondre le plan d'action avec les informations qui sont pertinentes pour être en mesure justement de cibler et de réparer le réseau. Donc, on voit que j'ai une problématique avec mon Network Stack sur mon commutateur 6300. J'ai un problème au niveau de ma liaison VSF. J'ai un gateway qui est offline, qui a une santé piètre. Mais mes autres dispositifs semblent être en bon état, à 100% de bonnes conditions. Et on me suggère, dans le fond, dans les étapes de rémédiation, de commencer par résoudre la problématique avec mon stack qui est défectueux. Et après ça, prendre les actions pour réparer mon VPNC, ma passerelle VPN, qui, elle, est offline présentement, en me donnant, dans le fond, un accès justement sur le gateway. Et ça me permet de visualiser là, les différentes statistiques directement en cliquant, par exemple, sur l'un des liens qui est ici. Donc, je peux aller voir justement le Global Insight, etc. Ça me pond d'autres recommandations et ça me permet d'avoir mes recommandations pour être capable d'opérer mon réseau et de remédier aux situations problématiques le plus rapidement possible. C'est bon pour ça? Des questions? C'est bon? Alors, sur ce, je céderai la place déjà à Frédéric. C'est bon? J'ai fait ça peut-être trop rapide, mais bon. C'est bon. On aura du temps à la fin pour... All right, c'est bon. Merci. Merci. Yeah, OK. Je me présente, Fred Gagné. Je travaille dans l'équipe Private Cloud chez HPE. Je suis un des Core Software Engineers de la plateforme HP VME, qui est notre plateforme de virtualisation. C'est la seule raison pourquoi je suis ici, pour vous parler de VM Essential. Évidemment, en dedans de 20 minutes, je n'aurai pas le temps de vous faire le portrait complet de la plateforme. Je suis ici toute la journée. Libre à vous de venir me poser des questions par rapport à notre plateforme. Ce qu'il faut comprendre de la plateforme Morpheus VM Essential, c'est un outil qui va vous permettre de faire une gestion simplifiée à travers VMware et notre plateforme de virtualisation qui s'appelle HP VME. By the way, je vais utiliser les termes VME, VM Essential, HVM, ça veut toujours dire la même chose. Vous allez voir à travers notre documentation, on réfère à tous. L'important, c'est de comprendre que c'est notre plateforme de virtualisation. Sur notre plateforme de virtualisation, on a notre outil de gestion, puis c'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que notre plateforme de gestion intégrée va nous permettre de faire la gestion autant de notre HP VM, ou HVM, qui est vraiment la virtualisation d'HPE, ainsi que notre plateforme VMware. Ce qui veut dire que lorsque vous avez votre infrastructure en place, vous pouvez, à partir de VM Essential UI, de gérer autant VMware que HP VM à partir d'une gestion centralisée. Évidemment, vous avez toujours accès à votre vCenter pour la portion VMware. Libre à vous de l'utiliser, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ceci étant dit, vous allez voir au travers de la présentation, il y a certains avantages à utiliser la plateforme end-to-end. L'objectif de notre plateforme, c'est de vous donner une façon de pouvoir gérer
pas seulement la partie virtualisation, mais aussi, vous allez voir, avec Morpheus Enterprise, qui est un add-on sur ce software, on est en mesure de faire l'intégration cloud public, cloud privé, OpenStack, ou gestion de vos clusters Kubernetes, OpenShift. Vous pouvez tout gérer à partir de la même console. Aujourd'hui, on focus vraiment sur la portion HPE VM Essential. Comme je mentionnais, en tant que Virtualization Cloud Admin, vous avez l'opportunité de gérer tout cela à partir de VM Essential Manager, qui est réellement une VM. Cette VM roule dans votre infrastructure, vous permet de faire l'intégration avec vCenter, vous permet de déployer des clusters HVM qui roulent la plateforme de virtualisation d'HPE. Puis on va regarder c'est quoi le stack réellement en arrière de tout ça. Puis, vous permet de faire une gestion centralisée. Puis évidemment, vous êtes en mesure de partager vos plateformes matérielles entre vos clusters vSphere que vous avez aujourd'hui, ainsi que la plateforme de gestion, ainsi que HPE VM Essential. Okay? Vous allez voir, on va parler beaucoup de l'intégration, des plugin integration. C'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui, qui va permettre à n'importe quel third party, que ce soit hardware, software, de s'intégrer avec la plateforme. De base, avec VM Essential, on a certains plugins qu'on a développés. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait, parce que la plateforme VM Essential, c'est une plateforme software, ce qui veut dire que techniquement, elle peut rouler sur à peu près n'importe quel hardware. Vous allez voir sur le site d'HPE, ils vont vous lister la liste de compatibilité ou les choses qui ont été, les third party, qui ont été validées avec la portion VM Essential. Mais évidemment, tant que c'est x86, vous allez être capable de rouler la plateforme. Il y a toujours une nuance entre validé et compatibility matrix, évidemment. Mais vous allez voir que dans notre liste de compatibilité, pour la plateforme HPE VME, il y a du Dell, il y a du NetApp, et évidemment, il y a toute la suite HPE qui est là aussi. Donc, c'est important de comprendre que la plateforme, elle est ouverte. C'est possible d'utiliser vos infrastructures actuelles. Évidemment, si vous optez pour certains matériels HPE, bien, vous allez avoir des intégrations privilégiées que je vais vous présenter aujourd'hui. Très haut niveau. J'ai seulement 20 minutes. VM Essential Manager, c'est une VM, comme je l'ai mentionné, qui peut rouler sous VMware ou sous HVM. Très simple. Cette plateforme UI vous permet d'intégrer VMware et HVM. Vous déployez ça et vous avez maintenant la possibilité de faire VM Provisioning, Cluster Management, des tâches d'automatisation. Vous allez voir, dans HVM ou dans VM Essential, il y a une très grosse portion de tout ce qui est tâches, automatisation de tâches, que ce soit l'intégration PowerShell, Python, Bash. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez pour faire de l'exécution de tâches planifiées, on demand, des intégrations IPAM DNS. Ça veut dire que quand je crée une VM, il prend ses IP à partir du IPAM, peut faire des entrées DNS, et tout ce qui est le secret management aussi, évidemment. Secret management, dans le sens de username, password, certificate, tout ça peut être géré aussi à partir de la plateforme. OK? Donc, prenons l'exemple de je veux déployer un cluster HVM. C'est ça l'objectif aujourd'hui de notre présentation. On veut bâtir un cluster HVM. Donc, la première étape, évidemment, c'est d'installer l'OS sur tous mes nœuds que je veux utiliser pour déployer mon cluster. À partir de aujourd'hui, maintenant, on donne un Unified Installer ISO, qui est vraiment une image ISO. Vous prenez cette image-là, vous bootez à partir de l'image ISO, vous faites l'installation. À partir de ce moment-là, j'ai maintenant OS installé, configuré, ce qui va me permettre de pouvoir faire le déploiement de VM Essential Manager, qui va m'aider ensuite à créer mon cluster. Donc, à partir de ce moment-là, on voit là, avant 808, c'était quelque chose de plus manuel. Je devais télécharger une image Ubuntu, l'installer, la patcher, la configurer. Maintenant, on ne fait plus ça. Vous utilisez le HPE OS ISO, on boot, on installe, on déploie, puis on est good to go. Donc, évidemment, ça simplifie de beaucoup le déploiement de la plateforme.
Le Unified Installer, c'est vraiment, je regarde, je peux configurer des interfaces en bande, donc des interfaces d'email. Je set username, password, enable SSH, and that's it. Ensuite, je déploie mon VM Essential, qui est encore une fois, est une VM. Dans l'exemple ici, on utilise HPVM, qui est un utilitaire qui va nous permettre de faire le déploiement de notre VM sur lequel roule VM Essential. Évidemment, c'est une image qu'on build, qu'on maintient, qu'on update. Donc, vous n'avez pas à faire la gestion en soi. Tout ça vient avec la plateforme. J'ai mon VMI Manager de déployer. J'ai maintenant accès à l'interface UI. À partir de là, je peux faire le déploiement de mes clusters HVM. Je peux faire l'intégration vCenter. Et puis, à un certain point, je vais pouvoir faire la migration de VMware vers HVM. Tout ça à partir de la même console. Donc, comme je mentionnais au début, à partir de cette console-là, c'est une gestion centralisée autant de VMware que de HVM. Okay? Donc, je dois créer des clusters, mais évidemment, j'ai besoin de storage. C'est la base de la plupart des clusters. Donc, évidemment, avec la plateforme HVM, j'ai 3 options. En fait, j'en ai 4. Les 3 options, oublions la première qui est pour les single nodes, parce qu'évidemment, vous pouvez faire du single node aussi. NFS, j'ai un NFS à l'extérieur, je présente le NFS à mon cluster, je peux monter le NFS server. Très simple, très facile. L'autre option, GFS2, qui est baked in, dans le sens où vous avez juste besoin de provisionner un volume qui vient de votre array iSCSI ou Fibre Channel. Provisionner. Vous donnez le volume à VM Essential, puis il va s'occuper de créer le data store, les shared data store, à partir du GFS2. On voit en bas ici, encore une fois, tout ça est drivé à partir du UI, ce qui veut dire que vous n'êtes pas en train de faire un mount minus T, NFS, blablabla, ou vous n'êtes pas en train de faire un fdisk minus L, je veux voir les partitions du volume que je veux. Tout ça est très simple. Sélectionnez Add Data Store, donnez les informations, puis on s'occupe de faire la gestion et le déploiement du stockage. L'autre option, puis évidemment, comme j'ai mentionné tantôt, la plateforme est ouverte, supportée déjà avec plusieurs autres manufacturiers, mais lorsque vous utilisez certaines de nos plateformes, évidemment, il y a des intégrations privilégiées. C'est ce qu'on a bâti au travers de la dernière année. Une des intégrations, c'est avec les LTRMP blocks. Lorsque vous utilisez les LTRMP blocks, ce qu'on peut faire, c'est on va s'occuper en arrière de la scène, behind the scene, on va s'occuper que toutes les fois que vous déployez une VM, c'est un disque sur l'array qui est créé automatiquement. Il n'y a pas de gestion de data store per se. Tout va être fait en arrière. Je crée une VM, j'ajoute un disque, 2 disques, 12 disques, il n'y a pas de problème. C'est toujours des disques sur l'array en arrière. Ce qui veut dire que je fais du snapshot, je fais des backups, je fais des clones, je resize, je delete. Tout ça est offloadé à l'array. Donc, ce n'est pas fait à l'interne de la plateforme VMI. On offload ces tâches-là à l'unité de stockage. Ce qui nous donne une gestion très granulaire, évidemment, de l'espace de stockage. Beaucoup plus simple parce que je n'ai pas à dealer avec le noisy neighbor et tous ces trucs-là qu'on connaît, pour ceux qui ont travaillé avec VMware en masse. Donc, tout ça, c'est correct, c'est offloadé. L'array, c'est ce qu'elle a à faire. Donc, très simple. Encore une fois, on crée des VM, on crée des workloads, on s'occupe de faire l'intégration, on s'occupe de créer les choses en arrière. J'ai du stockage à mon cluster. Évidemment, j'ai besoin de networking de base. Puis encore une fois, je vous le montre pour que vous ayez une compréhension de ce qui se passe en arrière, mais tout ça est automatisé. Bon, il n'y a personne qui va aller faire un OVS CTL ou quoi que ce soit en CLI. Tout ça est fait à partir du UI. Mais en arrière de la scène, on crée un Open vSwitch sur tous les nœuds dans notre cluster. Donc, quand je commence à créer des networks, que ce soit des L2, L3, L2, je crée un network, je donne un VLAN ID, on va créer un OVS pour group, on s'assure que cet OVS pour group-là existe sur tous les nœuds du cluster. On a des tâches automatisées qui nous permettent de s'assurer que les networks existent toujours en tout temps. Donc, quand on commence à faire du live migration ou quoi que ce soit, c'est disponible.
Mais cette approche, qui est l'approche par défaut disponible pour tout le monde, il y a la portion switching qui, elle, n'est pas prise en compte, évidemment. Donc, ici, on crée des networks, on peut créer aussi des overlay networks, OVS, VXLAN, c'est supporté aussi, mais la portion switching, évidemment, elle, n'est pas prise en compte. Donc, pour ça, on a développé une intégration avec les Aruba CX8325, que mon ami Paul peut parler. Donc, cette intégration-là, qu'est-ce qui se passe? C'est, je crée un port group sur mon cluster. Si j'ai une intégration avec les Aruba CX dans mon environnement, on s'occupe de faire tout le provisioning jusqu'au switch du network. Je crée un port group, VLAN ID 1000. De notre côté, on va s'assurer de créer le VLAN sur les switches, de toutes les paires de switches qui existent dans la fabrique, ou seulement une paire de switches, c'est supporté aussi. Ensuite de cela, on va vérifier les serveurs sont connectés où, au niveau des switches, using LLDP, right? On regarde partout. Et ensuite de ça, on va s'assurer que les VLAN existent sur tous les ports de switch où les serveurs sont connectés. Ce qui veut dire que lorsque vous utilisez cette intégration, le côté switching devient juste un niveau d'abstraction parce qu'on s'occupe de faire toute la configuration, dynamic provisioning. Puis évidemment, à partir du UI aussi, à partir de VM Essential UI, vous avez une vue sur les switches, vous avez une vue sur les ports, vous avez une vue sur les LLDP info aussi, toutes les choses qu'on pense qui sont utiles, vous allez pouvoir les consommer dans l'interface de VME Manager aussi. Donc ça, c'est une des intégrations qui existent. Cette intégration-là focus vraiment sur l'intégration 8325, donc les switch Aruba CX 8325, L2, L3, c'est ce qu'on fait. Il y a une autre intégration qui existe aussi pour les gens qui voudraient faire du micro-segmentation. Donc, micro dans le sens de j'ai deux VM qui sont dans le même network, mais je ne veux pas qu'ils se parlent à moins de passer à travers mon firewall. Puis évidemment, je suis en train de simplifier la micro-segmentation beaucoup ici. Mais prenons cet exemple-là. J'ai deux VM qui sont sur le même host, dans le même L2 network. Je veux être sûr que ces VM-là soient filtrés, soit passent par travers mon firewall. Les Aruba CX10K, qui sont des switches incroyables de mon point de vue, ont des AMD Pensando ASIC, sont capables de faire du distributed firewall à travers plusieurs switches. Ce qui veut dire que lorsqu'on intègre les switches, Aruba CX10000, avec HPVME, on est en mesure de faire micro-segmentation, macro-segmentation, et tout ce travail de micro-macro est offloadé au switch. Ce qui veut dire que ce n'est pas mon HPVME cluster qui est en train de travailler. En réalité, c'est les switches qui font le travail, qui offloadent les tâches au AMD Pensando. Puis évidemment, Paul, j'ai simplifié ça beaucoup. Paul peut nous aider à démystifier les CX10K, mais le point important, c'est qu'avec ça, on peut faire macro-segmentation, micro-segmentation, puis on fait beaucoup plus que ça. Encore une fois ici, c'est tout du dynamic provisioning. Je crée un network dans mon VM Essential, on crée tout le nécessaire sur les hosts, on crée le nécessaire sur les switches, parce que, bon, à ce moment-là, on a besoin d'un SVI, on a besoin d'un network. Tout ça est encore une fois retiré, on simplifie la gestion. Donc, de votre côté, vous créez des networks, vous appliquez des règles de firewall, we're good to go. Et évidemment, encore une fois, dans notre UI, on a une intégration, vous pouvez voir le CX10K, toute la santé des infrastructures, les règles de firewall qui existent, les règles qui sont appliquées, quel network, etc. Tout ça aussi est disponible dans l'intégration. À partir de ce moment-là, j'ai mon VM Essential Manager, ma VM qui est up, j'ai mon stockage de provisionné, j'ai mon networking qui existe, j'ai mon cluster qui est up and running. Une des choses que la plupart des gens nous demandent, c'est comment je prends mes VM de VMware, puis je peux les amener vers HP VM et VME, right? C'est une des questions qu'on reçoit tous les jours. On a bâti un feature qui est encore une fois disponible dans le UI. Donc,
je comprends que c'est tannant, je répète toujours la même chose, toujours dans le même UI, je le comprends. L'important, c'est, je veux juste m'assurer que tout le monde voit que c'est toujours dans une console intégrée. On n'est pas en train de naviguer dans plusieurs consoles. On gère tout à partir de la même place. Dans VM Essential, j'ai maintenant sous Tools, Migrations. Évidemment, la prémisse ici, c'est que vous avez déjà votre vCenter qui est intégré dans votre infrastructure VM Essential. L'intégration, on parle de données, username, password, du vCenter, puis on va faire le travail de s'intégrer. À partir de là, à partir de la migration, de notre outil de migration, vous allez être en mesure de prendre des VM et de les transférer, on va les convertir vers HP VM Essential. Ce qui veut dire que de votre côté, vous pouvez planifier et faire ça à votre rythme, le déplacement de certaines VM vers HP VM Essential. Très possible que vous disiez, Fred, je ne serais pas capable de tout migrer pour X, Y, Z reason, puis ça, on le comprend tous. C'est pour ça que vous avez la granularité de le faire au niveau de la VM et non pas au niveau du data center ou au niveau du cluster. C'est vous autres qui le faisiez, et évidemment, toujours à votre rythme. On copie les données, on a des propriétés intellectuelles sur la façon qu'on le fait, mais on va prendre vos VM, on les copie, puis il va y avoir un restart, évidemment, qui est nécessaire. C'est baked in, donc on ne parle pas vraiment d'une live migration. Les données vont être démarrées, on shut down, on restart de l'autre côté, you're good to go. OK? Donc, ça, c'est un autre des features. Fred, c'est super, c'est vraiment génial, mais as-tu les fonctionnalités de base que n'importe quel hypervisor je m'attendrais d'avoir? Parce qu'évidemment, personne ne voudrait déplacer CVM si tu n'as pas du HA ou du Live Migration. On a les features que vous pensez, que vous vous attendez d'avoir d'une plateforme de virtualisation, que ce soit du high availability, donc j'ai un host qui fail, les VM sont restartés sur les hosts, les remaining hosts. Dynamic Workload Schedule, donc je vais faire du déplacement de VM basé sur l'utilisation de mes infrastructures, c'est disponible aussi. Je peux faire du VM Placement, ça veut dire que je veux forcer une VM à rouler sur un des hosts du cluster parce que j'ai un USB stick que je dois passer sur une des VM ou j'ai un device particulier que je dois passer à une des VM. Le VM Placement me permet de faire ça. On peut faire du Live Migration, que ce soit au niveau de la VM, que ce soit au niveau du storage. Tout ça est possible aussi. Des règles Affinity anti-infinity, tout à fait possible. Task, l'automatisation des tâches. Ici, on parle vraiment d'automatisation. Vous créez des tâches, encore une fois, Bash, Python, PowerCLI, puis vous faites exécuter ces tâches-là. Voyez ça comme une façon de simplifier des fois des tâches que vous avez à faire dans vos infrastructures. Shifter, c'est la gestion des secrets management que je parlais tantôt. Vous intégrez vos chiffres dans notre outil. À partir des tâches, vous êtes en mesure de caller ou d'appeler les secrets dans vos tâches de façon sécuritaire, fully encrypted aussi. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de est-ce que mon secret est en train de passer en clear text? Évidemment, non. USB PCI Pass-Through. Donc, j'en ai parlé tantôt. Il y a certaines des plateformes, même du côté Aruba, qui nécessitent le USB ou PCI Pass-Through. Évidemment, je peux passer des GPU à mes VM. vGPU, ce n'est pas encore disponible, avant que quelqu'un me le demande. C'est sur le roadmap. Virtual CD-ROM, attach, detach, VM disk, attach, detach, TIM provisioning, TIP provisioning. Évidemment, ce sont tous des features qui sont disponibles aussi. Donc, ça, c'est la liste très exhaustive de ce que la plateforme peut donner en frais de VM management ou de fonctionnalités que vous attendez d'avoir d'une plateforme de virtualisation. All right. Évidemment, chez HPE, comme je parlais, on a la plateforme HPE VME qui est une plateforme ouverte. Vous pouvez la rouler soit sur votre propre hardware. Vous pouvez bâtir vous-même vos solutions avec HPE. Moi, Fred, je ne suis pas intéressé dans des solutions, dans des engineered stacks bâtis par HPE. Je vais le bâtir moi-même parce que I know what I'm doing. C'est parfait. Mais on a certains clients qui, eux, disent « Moi, je préférerais avoir un système intégré qui vient du factory, tout intégré, que je peux gérer facilement. » On a deux solutions pour ça aussi. Donc, on a Disaggregated HCI, qui est une de mes solutions que j'ai travaillées il y a plusieurs années. Donc, Disaggregated HCI,
j'ai une unité de stockage, j'ai des serveurs, j'ai des switches. Les switches sont toujours optionnels, by the way. Donc, vous pouvez bring in your own switches. Mais comme je vous ai mentionné tantôt, si vous prenez nos Aruba CX8325, CX10K, il y a des avantages. Cette plateforme-là, maintenant, supporte VME. Ce qui veut dire que vous avez deux options lorsque vous commandez cette solution. On l'appelle PCBE. PCBE avec VMware ou PCBE avec HP VME, de façon factory. Évidemment, vous êtes en mesure, by the way, sur la même plateforme, d'avoir autant du VME que du VMware, et vice versa. Les avantages de ces solutions Engineered Stack, ça vient du factory, tout est préinstallé. Vous n'avez pas installé d'OS, rien. Il vient avec des features de gestion des updates, ce qui veut dire que, compte tenu que c'est un Engineered Stack, on vous offre aussi le Single Click Upgrade qui va vous permettre de faire tout l'update du stack, que ce soit firmware, switch firmware, storage, servers, VME, tout est fait à partir du stack, donc vous n'avez pas à vous soucier de cela. Puis, si vous êtes à la recherche d'un all-in-one HCI, parce que Disaggregated HCI, c'est une solution, on va dire, 3/3. J'ai mon stockage qui est à l'extérieur de mes servers, right? Si je regarde une plateforme all-in-one HCI, vraiment comme on peut penser par rapport au HCI, j'ai ma plateforme HP SimpliVity aussi, qui est en mesure, qui maintenant supporte HP VME aussi. Ce qui veut dire que vous êtes en mesure d'avoir des clusters HP SimpliVity sous VMware, je suis capable d'en avoir sur HP VME, je peux commencer à faire ma transition. Donc, c'est une autre option. Donc, réellement, en tant que client, j'ai trois options. J'achète HP VME, build it myself. Je veux le bâtir sur mes propres infrastructures que j'ai déjà. Je veux faire des tests, je veux faire ci, je veux me mettre used to la plateforme. C'est possible. Je veux bâtir moi-même en utilisant certaines des intégrations que Fred m'a parlé avec du LTMP block, mais je ne veux pas utiliser les switches, ou je veux utiliser les switches, LTMP block, mais je ne veux pas utiliser les serveurs HP. C'est possible aussi. Évidemment, je suis toujours content quand vous prenez tout le stack. Mais sinon, si vous dites, non, moi, je veux vraiment une solution intégrée que je n'ai pas à gérer firmware, installation, on a aussi ça. Donc, vous avez plusieurs options devant vous pour vous rendre à vos objectifs de votre compagnie. Sur ça, j'ai pris beaucoup plus de temps. Merci. Et sur ça, merci beaucoup. J'ai pas d'autre chose pour vous. Comme j'ai dit, je suis disponible toute la journée. Ça me fait plaisir de parler de HP, VME, In-Depth, tout ce que vous pouvez penser. Ça me fait plaisir. Merci.